Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous montrer un peu à quoi ressemble l'entraînement des modèles de Deep Learning en Rust. Donc, la vidéo n'était pas prévue, mais vu que en faisant la formation, il faut de temps en temps montrer les objectifs concrets, je fais cette vidéo pour vous montrer à quoi ressemble l'entraînement des modèles robustes sur un dataset de près de 30 000 images. Donc, nous sommes sur un CNN pour les footies sanguins. C'est un projet que j'ai fait une fois et cette fois-ci, c'est pour une autre application. Donc ici sur l'image, vous pouvez voir déjà comment défile, l'image, vous pouvez voir comment se passe l'entraînement, vous pouvez voir tout ce qui va avec. Ici là, c'est la partie de l'entraînement de validation. Donc ici c'est Vallos. Comme vous pouvez le voir ici sur le graphe, est devenu bleu. Ici c'est la partie de l'entraînement qui concerne la validation. Donc ça veut dire que quand on entraîne le modèle sur une partie des données, on fait la validation sur une autre partie des données. Donc ici nous sommes dans le terminal et ça c'est une interface qui est conçu spécialement pour connaître ou bien pour maîtriser cet entraînement-là. C'est l'interface de Burn. Donc, c'est une API de Burn que j'ai utilisée pour visualiser correctement l'entraînement. Bon, maintenant, on va aller dans le code. Dans le code ici, le code est assez simple, mais ultra optimisé parce que ce code m'a pris environ, je peux dire 2 semaines à réaliser. On a eu plusieurs modifications et tout. Bon, déjà, nous allons entrer dans le main. Nous sommes dans le main ici. Ici, dans le main, il n'y a pas grand-chose. On a la configuration des paramètres du modèle, on a le learning rate, on a la taille d'entrée, image width, image wide, donc taille d'entrée et taille de sortie et tout ce qui va avec. On a le backend. Le backend, c'est quoi? Le backend, c'est en fait, on va dire quoi? Le cœur de l'entraînement, un peu comme le CPU, GPU. Donc, le backend ici est chargé dans mon projet de capter les CPU de ma machine et faire tourner l'entraînement dessus. On pouvait mettre NGArray, mais ultra lent. On pouvait mettre Volcan, mais je n'ai pas installé Volcan. On pouvait utiliser aussi CUDA. On peut utiliser CUDA, mais bon, CUDA compliqué à paramétrer. J'ai préféré utiliser Wagyu GPU qui est déjà assez lui-même, c'est bon. On va aller dans la configuration. De base, on configure le modèle. Donc, j'ai fait un fichier config où je déclare une structure modèle. Je déclare les éléments qui vont constituer cette structure. Je les initialise parce que le but c'est initialiser pour ne pas s'embrouiller ici. Vous voyez entrée image watch, entrée 128, sortie 128, image channel 3. Donc on veut pas de true go entrée, true go sortie, c'est la taille standard. Ici on a le learning rate 0,01, ça veut dire que le modèle sur chaque image prend quand même assez de temps parce que le learning rate est assez petit. Et après on va voir les données, on va voir tout ce qui va comme données et tout. Ici, on a le fichier data. C'est ce fichier qui est chargé de connecter les données avec le modèle. Donc, dans ce fichier, il y a qu'est-ce qui se passe? On a la traduction des données en tenseur parce que le modèle en soi ne comprend pas les images. Le modèle en soi utilise les tenseurs, on a la traduction des données en tenseur, on a la vectorisation, on a tout ce qui va avec, c'est dans ce fichier, on a l'appel des données, on a comment les données sont structurées, comme vous pouvez le voir ici, là. Vous pouvez le voir dans ce print-ci. Voilà, c'est dans ce fichier que tout se passe exactement. On ne peut pas décrire fonction par fonction, ça prendrait énormément de temps. Mais dans ce fichier data, c'est ici qu'on configure tout. Maintenant, on a le fichier modèle CNN. Donc, c'est ici que le modèle est conçu de zéro. On n'est pas allé sur un modèle déjà fait, on est parti sur un modèle conçu de zéro. Ici, là, on a Burn, parce que j'ai utilisé le framework Burn. J'avais des problèmes de stabilité au départ. Donc, la version 1.19, point 1 que j'utilisais était très instable. Et dû rentrer sur 1.17 qui ne prenait pas en charge certaines fonctionnalités que j'utilisais. J'ai finalement opté pour 1.19.0. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir ces performances. Donc, ce framework est aussi encore en développement. Ce qui fait que pour le toucher, il faut être assez mature dans le monde du deep learning. Mais avec de bonnes bases, on parvient à faire de bonnes choses avec. Donc, ici, on initialise le modèle. On utilise aussi le modèle déjà initialisé précédemment dans config. On initialise tout ce qui va avec. On initialise les étapes. Première étape, on a les couches de convolution. Après, on va avoir les couches de pooling. Après, on va avoir les couches de linéaire config. On va avoir toutes ces couches-là. On va avoir la fonction d'activation, forward. On va avoir tout ça sont paramétrés. Dans Burn, on n'a pas à faire ça à la main. Comme dans certains modèles que je fais souvent à la main. On n'a pas à faire cela à la main. Burn a déjà intégré ces fonctions-là dans son mécanisme. Et c'est ce qui est le plus important quand tu as un framework de deep learning. Ne pas tout refaire, avoir des bibliothèques ou bien des fonctions déjà standardisées. Ici, là, nous avons donc le fichier train. Donc, ce fichier-ci qui nous permet de lancer l'entraînement. Et c'est dans ce fichier-ci que j'appelle l'API de visualisation que vous avez vu tout à l'heure. J'appelle avec ce learner. Learner, je mets metric train loss, metric valid loss,
chaîne numéricale. Donc, c'est ici que j'appelle tous les métriques. Je décide du métrique que je veux. Je décide de tout ce qui va avec. C'est dans ce fichier-ci. Donc, c'est ici qu'on lance concrètement l'entraînement. C'est ici que l'entraînement est fait. On va passer un peu dans un cargo ToML. Donc, le cargo ToML est assez simple. On a Burn, on a les fonctionnalités Wagyu GPU. Wagyu GPU, c'est la fonctionnalité qui vous permet d'appeler GPU. Donc, de capter les GPU de votre machine, de faire tourner l'entraînement GPU. On a STD, on a Chain, on a Vision, AutoDiff. AutoDiff, c'est ce qui vous permet de faire les dérivés, de calculer facilement les gradients. On a Burn ND Area qui vous permet aussi de calcul vectoriel tenseur, Burn Wagyu, qui est une variante de cela. On a Burn Chain pour entraîner Burn Tensor pour les tenseurs Image, normalement parce que nous sommes sur les images. RAN, pour la génération de nombres, ça aide à concevoir le modèle pour initialiser les poids. Set, c'est réaliser. Initio, c'est la gestion d'erreurs. Rayon, c'est du poids. Rayon, c'est le parallélisme et les itérations. Et ici, on a les outils pour Relance. Donc ici, ça permet que quand vous faites des modifications sur le code et que vous avez arrêté la compilation, par exemple, au lieu de taper cargo run, vous allez taper directement cargo build relance. C'est dans cette partie-ci qu'on prend cela en charge. Donc, on a fini un peu le briefing sur le modèle, le briefing sur le code. On va aller maintenant sur où les poids sont stockés parce que c'est ça le plus important. Le plus important, c'est qu'à la fin, on a un fichier qui contient les poids, un fichier qui contient le loss, tout ce qui est stocké. Et c'est dans ce fichier-ci. Donc, dans ce fichier, on a encore 3 fichiers. On a check, on a trend, on a valide, on a experiment log. Donc, c'est dans ce fichier où on a tout. Dans le premier fichier check, on a bin. Ah, j'ai oublié. L'extension de ça n'est pas installée automatiquement sur VS Code. Donc, on a modèle bin. C'est ici que ça contient les paramètres du modèle. Tout ce que vous pouvez voir. Donc, il va récupérer les paramètres après. Après, on a epoch, on a trend, epoch 1. Donc, voici ce qu'on peut avoir sur epoch 1. On a loss. Donc, voici le fichier des loss. On peut se rendre compte que les loss varient énormément et les loss chutent correctement au fil du temps. Au départ, on avait des loss 0,5, après 0,4, 0,05, 0,1. Le loss réduit, ça veut dire que l'entraînement se passe très bien. Ça manifeste que l'entraînement se passe très bien. Bon, maintenant, on va aller dans les push 2 pour voir à quoi ressemble le loss dans les push 2 parce que ici, dans les push 2, on commence à 0,6. C'est un nouvel entraînement. Donc, ça veut dire que c'est la deuxième fois que le modèle va passer complètement sur les données. Quand on parle d'époche, ça veut dire que le modèle est passé sur les données une fois, un époche, deux fois, deux époches. Et le dataset est assez énorme. C'est pour ça que les époches sont limitées. On ne peut pas passer sur les données le nombre de fois prévu. Et on peut se rendre compte qu'après, le loss ne monte plus en dessus de 0,5. Comme vous pouvez le voir ici, le loss ne monte plus en dessus de 0,5, ce qui est vraiment une très bonne chose. À partir du 10e loss, l'erreur sera dans 0,0, ce qui est déjà très bien pour un dataset comme celui-ci. Et dites-vous qu'on a 15 loss. Donc, on a l'accurance. L'accurance, ça permet de dire plus l'accurance est grande, plus l'accurance est élevée, plus le modèle va bien. Donc, ici, on arrive souvent à 100, 50, 75, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais l'accurance moyenne, c'est 25. C'est pas mauvais pour la deuxième époche, vu qu'on va encore enchaîner plusieurs fois. Donc, c'est pas mal. C'est pas vraiment mal. Ici, on a l'étape de validation. Ça veut dire que le dataset est divisé en deux parties. Normalement, on a 27 000 données, mais on enchaîne avec 22 000. Et le reste, c'est pour la validation. Donc, on va voir le loss de la validation. Le loss de la validation, c'est parfait. Il n'y a aucun loss en dessus de 0,5. Ou bien je vois un là. Bon, prenons ça comme une anomalie. Le modèle peut se tromper. Mais il n'y a aucun en dessus de 0,5 vraiment flagrant. Les loss de la validation sont vraiment petits. Et ce n'est que la première validation. Donc, c'est vraiment bon. Experimental log. Ici, là, c'est là où on a défini. Il y a le modèle ici, il y a les informations sur le modèle, il y a tout ce qu'il faut, les itérations en fait. Donc, ici, vous pouvez voir itération 1730, 31 et 32. Ça va aller comme ça jusqu'à la fin de l'entraînement. Donc, c'est tout ce qu'on peut voir dans ce fichier. Et je crois aussi que c'est tout ce qu'on peut voir dans ce fichier, c'est propre. Donc, le modèle n'est pas assez compliqué, l'architecture est simple. On conçoit le modèle d'abord, on configure, on conçoit le modèle, on l'optimise bien avec le back-end. On ne déclare pas le back-end par défaut. On n'utilise pas Wagyu GPU par défaut. Quand on va arriver dans la conception des modèles, on va voir qu'on n'utilise pas Wagyu GPU par défaut. On a les données, on fait passer les données par data, on les pré-traite, on fait tout ce qu'il faut. On fait passer les données par un trader, on connecte au modèle et on lance l'entraînement. Et on connecte aux métriques qu'il faut pour visualiser et c'est propre. Et c'est propre.
Donc, on va rentrer sur le terminal. On est déjà sur le deuxième épauche. Donc, vous pouvez voir ici là 2 sur 15. 2 sur 15. On est sur plus de presque 2000 itérations pour la deuxième épauche. On a dépassé à l'étape de validation. L'étape de validation, c'est cette partie-ci en bleu. Cette partie-ci en bleu, c'est ici que j'appelle l'étape de validation. Donc, à chaque fois qu'il y a validation, le graphe change. Le graphe n'est plus rouge. Le graphe devient bleu pour nous montrer que c'est la validation et tout ce qui va avec. Donc, ici, on a ce qui va avec. On a le nombre d'heures de temps, 5 heures. C'est raisonnable. Je vais dire, à la limite, c'est même plus rapide qu'en Python pour un dataset aussi énorme. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Le but, c'était de vous montrer à quoi ressemble l'entraînement d'un modèle avec Rust pour que vous pouvez visualiser ce que vous serez capable de faire quand on aura fini l'entraînement Rust Special Machine Learning en fonction de vos thématiques, que ce soit la vision par ordinateur, que ce soit le machine learning classique, les réseaux de neurones et tout ce qui va avec. Ceci vous permet de visualiser déjà comment ça va se passer. Voilà.